On est sur Tiers Livre. Le jeudi, c'est un livre. C'est une des rubriques les plus nourries. C'est important. On se nourrit des livres. Forcément, ça devient un petit peu le centre de gravité. Et pourtant, j'ai toujours l'impression que quand je pars dans cet exercice sur un livre, c'est ambivalent. C'est-à-dire, il y a en quoi c'est important pour moi, certainement, mais toujours qu'est-ce que ça apporte sur l'idée même du travail de la littérature. En quoi je dis, si vous lisez, vous pourrez faire ce chemin-là. Et je le renie pas, même là, ça va être un petit peu ça. Mais quelquefois, il se passe autre chose. C'est livre que vous avez l'impression que non seulement vous le lisez pour vous, mais que en parler vers l'extérieur, c'est pas que ça trompe un petit peu ce que ça remue en vous, ni qu'on n'ose pas aller le chercher et le mettre à l'extérieur, mais il n'y a rien de pédagogique, il n'y a rien de didactique, il n'y a rien de... C'est plutôt... Qu'est-ce que c'est important, ces livres, quand vous les lisez? C'est que c'est même pas une question de littérature, c'est quelque chose qui brasse sur ce que vous êtes. En même temps, ça brasse pourquoi? Ou avec quoi? Eh bien, toujours par cette médiation de l'écriture, du récit. Donc on revient quand même au fait même profond de la littérature. C'est ce qui est en train de m'arriver avec le livre de Paco Mtielman. Vous voyez ce titre? Tu m'as donné de la crasse et j'en ai fait de l'or. Il s'en explique dans le bouquin. C'est une note de Baudelaire dans un projet d'épilogue inabouti aux Fleurs du Mal. Donc sur les tableaux parisiens, il s'adresse à la ville. Tu m'as donné de la boue et j'en ai fait de l'or. Paco un jour recopie ou écrit cette phrase sans plus se souvenir d'où ça vient. Et ensuite, il découvre qu'il avait eu cette réminiscence de Baudelaire et que la boue de Baudelaire était devenue chez lui la crasse. C'est quoi la différence entre les deux? Peut-être que c'est la peau. Alors Paco Mtielman, tout le monde le connaît. Waouh, c'est putain de célèbre et tout ça. Est-ce que ça change quelque chose? Non. Tu dis Paco Mtielman à quelqu'un, ah ouais, celui-là tu le reconnais à 500 mètres. Quand tu l'aperçois dans la rue, il n'y a pas de problème. Est-ce que c'est ça qui compte? Non, justement. De toute façon, voilà, j'essaye que cette bulle elle soit un petit peu opaque par rapport au bruit général. Je peux pas écouter de la radio quand je travaille. Donc je lis pas les journaux, en tout cas le moins possible, en tout cas très peu. Puis je l'assume, c'est ce côté tunnel, souterrain. Et par contre, donc ce côté de Paco Mtielman, c'est pas, je pense pas que ce soit ça par quoi il me rejoigne. Moi, je sais qu'il participe à une émission de radio qui s'appelle Mauvais Genre. Je suis même pas sûr de l'avoir écouté une seule fois dans ma vie. Par contre, je trouve ça important que ça existe. Ça, aucun doute là-dessus. Par contre, en quoi ce type-là m'a chopé? Justement par Internet. Alors, est-ce que l'oralité de ce qui se passe quand on intervient dans nos statuts. Oralité, je m'entends bien, par exemple. Moi, c'est quasiment plus avec la question de l'image photographique que j'interviens sur les réseaux. Parce que c'est une façon d'oralité comme une autre. L'autre exemple, c'est André Markovits. Là, il ralentit un peu, mais il a fait ça quand même pendant 4 ans, cette chronique. D'abord pendant 3 ans quotidienne, là maintenant un peu plus espacée, mais alors que André avait toujours refusé d'écrire sur comment il traduit, pourquoi il traduit. Tout d'un coup, ça venait un espèce de journal de travail, mais dans ce journal de travail, c'est croisé par du politique, c'est croisé par une réflexion personnelle, sur qui peut même être une note de voyage. Paco Mtielman, moi j'ai découvert peu à peu sa validité, tout simplement parce que ces domaines, je pense à Led Zeppelin, je pense à Frank Zappa, des choses qui, moi, me concernent profondément dans ce rapport culture, corps,
improvisation, exposition de soi, ce que ça arrache, ce que ça dit du monde, comment ça décortique le monde. Qu'est-ce qui se passe quand, justement, chez Hendrix, c'est juste un chant ou une liberté. Et des fois, dans les posts de Pas comme Tielman, c'est des détails, mais des détails de strictement rien. Et on va être trois pelés tendus, et dire, oh, wow. Mais par contre, là, moi, c'est des failles qui m'absorbent en entier. Et petit à petit, donc, c'est par ce biais-là que j'ai commencé d'entrer dans l'univers extrêmement complexe, extrêmement labyrinthique, extrêmement philosophiquement construit de Pas comme Tielman. Par exemple, je regarde, on se fout de ma gueule, mais peu importe. Twin Peaks, je n'ai jamais vu Twin Peaks. J'ai fait 3 longs séjours à San Francisco. Je suis monté sur Twin Peaks. Je suis allé à Baltimore. J'ai une grande révérence pour la ville de Baltimore, y compris dans cette espèce de présence plastique, dure, presque violente, mais à chaque fois, les gens disent, ah ouais, t'as vu la série, machin truc? Bah non, j'ai pas vu la machin. Ça me barbe, les séries, ça me tombe. Alors je veux bien, là encore, je me souviens, Laure Limongi, c'était chez Léo Cher, elle avait proposé un volume collectif où chaque auteur, et plein de copains commençaient à parler de ce qu'ils trouvaient, ce qu'ils apprenaient dans les séries. Mais j'ai vu, qu'est-ce que tu veux que je m'étais excusé, quoi. C'était peut-être Zorro et Thierry Lafronde quand j'avais 10 ans, mais dès ce moment-là, Edgar Poe, c'était tellement mieux. Donc le travail de fond théorique sur la question de représentation, d'image, de narrativité, etc., que pas comme tellement, des fois je les lis, ces histoires, surtout je lis des articles qu'il écrit, parce que le bonhomme m'intéresse, mais dès que ça parle série, ça me tombe. Mais, donc vous voyez, c'est une connaissance très lacunaire, très partielle, et petit à petit qui amène à en quoi cette pertinence, cette validité. Et puis ça, pour moi, c'est important. Qu'est-ce que j'en veux à tous ces collègues de la genre littéraire, des gens de lettres qui considèrent que non, on n'a pas à s'expliquer avec le bas peuple. Non, ben, Facebook, c'est plus que notre bistrot. C'est là où on expose à mesure notre curiosité. Parce que si cette instance de la curiosité, on en fait quelque chose de collectif, elle est nourrie, elle se partage, elle nous renforce, et elle nous amène dans des zones qui n'étaient pas prévues. Des zones y compris cognitives. Bon, voilà que je parle déjà depuis je ne sais pas combien de temps, que je n'ai même pas parlé encore de ce livre. Pas comme Tielman, tu m'as donné de la grâce et j'en ai fait de l'or. Alors, pas comme je le lisais aussi. Par exemple, ce livre, La victoire des 100 rois, je le considère important. Probablement, c'est là où il fait un travail de fond, et d'ailleurs, quand on lit, et tu m'as donné de la grâce, j'en ai fait de l'or, c'est pour ça qu'il y a les mêmes figures qui reviennent sur John Lennon, les textes mystiques de Nag Hammadi, que je ne connais pas du tout. Mais pour moi, ce côté d'un travail sur la mystique en elle-même, j'ai du mal. J'ai du mal, y compris aussi parce que il y a cette... alors, il y a des figures qui peuvent me rejoindre complètement. Par exemple, Philip K. Dick, grand auteur évidemment de fiction, de fantastique, mais un gars qui est aussi traversé d'expériences mystiques. Et si vous voulez aborder la fiction de Philip K. Dick, impossible de le séparer de cette instance mystique dans sa biographie. Mais c'est pareil, quelque part, on se rejoint comme sur Zappa, ou alors Philippe K. Dick et tout ça, mais on se rejoint de domaines où je peux lui faire « Ah bonjour, t'étais par là toi aussi, moi je continue, tout continue bien ». Et j'ai un peu de mal. Et puis là, tout d'un coup, alors donc, il n'y a pas de problème. Pas comme sort un livre, ben je le prends, et ça se discute pas. Et puis, ben, tu t'aperçois que, cette fois, embarqué, mais alors, complètement. Alors le principe du livre, je peux même vous lire le titre des chapitres. Toute une vie ne suffirait pas à apprendre à vivre. Le bonheur est un art de la guerre. Hors de l'enfer, hors de la force du chaos. L'heure la plus importante de mon herbier de guerrier. Celui qui se plaint de ses amis ne sait pas ce qu'il attend dans l'autre monde. Rencontre avec celui que les autres voient en nous. Nous sommes la viande qui vient.
jusqu'à ce que les sages redeviennent heureux de leur folie et les pauvres de leur richesse. Tiens, puis je vois encore Philippe K. Dick qui passe par ici. Le premier à mourir réveille l'autre. Et le dernier, nous n'avons plus beaucoup de temps. Attendez, on le prend par l'envers, le bouquin. Voilà. Le début du chapitre, dernier chapitre. Nous n'avons plus beaucoup de temps. La terre, c'est nous. Il n'y a pas de différence essentielle entre la façon dont nous réagissons aux souffrances de notre vie et la façon dont la terre réagit aux siennes. Il n'y en a pas entre la façon dont nous réagissons aux agressions que nous subissons et la façon dont la terre réagit à nos agressions. Depuis si longtemps maintenant, nous sommes l'âme adventice de la terre. Nous ne cessons de faire tout ce qui est dans notre pouvoir pour l'irriter, l'abîmer, la souiller, la rendre malade. Réchauffement climatique, fonte des glaces, pollution des océans, pollution de l'air, extinction des espèces, empoisonnement de la nourriture, gaspillage des ressources naturelles. Elle nous a donné de l'or et nous en avons fait de la grâce. Le titre qui s'inverse. Et vous voyez évidemment qu'on est dans un exercice de l'écrit. Un exercice de l'écrit qui procède par accumulation, on est dans une écriture physique, matérielle. Mais il y a ça aussi qui m'interroge, chez Paco Thielman. C'est-à-dire autant, par exemple, la victoire des 100 rois. Et je suis fier de m'être accroché, je suis fier de l'avoir lu, mais je n'aurais pas pu faire une vidéo dessus. Par contre, vous trouverez sur YouTube des tas et des tas de vidéos où Paco Thielman improvise. Et là, moi, c'est quelque chose qui me... par exemple, tenez, je vous mets juste un tout petit extrait. Là. Pour nous, c'est comment est-ce qu'on sort du labyrinthe. Alors... tu m'as fait un sacré silence, là. Parce que bien sûr, cette histoire d'anamnèse, on peut la comprendre en disant il faut se souvenir de quelque chose du passé, donc peut-être que c'est un retour en arrière. Et puis cette mission, est-ce que c'est donné par une hiérarchie, parce qu'il y a cette histoire des parents, etc. On peut le voir tout à fait autrement. C'est l'idée de tu dois trouver cette putain de clé pour sortir de cette putain de prison, quoi. Tu vis dans cette vie, elle ne ressemble pas du tout à ce que tu voulais, évidemment, et c'est normal, et le monde ne va pas ressembler à tes rêves, hein. Il n'a pas été construit comme ça. Mais à l'intérieur de ce monde, tu dois pouvoir trouver des sortes de clés, des trucs pour transformer ça. Tu dois pouvoir avoir la possibilité de créer des situations où ce qui auparavant était un poison devient un remède, où ce qui auparavant était de la merde devient de l'or, où ce qui auparavant était des souffrances, tu vas les transformer en autre chose, tu vas les utiliser contre elles-mêmes. Il ne s'agit pas de dire merci de me filer toutes ces saloperies à avaler, c'est vraiment pas ça. L'idée, c'est pas d'être comme un béni oui-oui et de dire yay, je souffre, c'est merveilleux, merci. Non, dire tu me files ça, bon, je vais essayer d'être plus malin que toi. Donc c'est un défi vis-à-vis de l'ordre du monde. C'est un défi vis-à-vis du Dieu mauvais de ce monde. C'est un défi vis-à-vis du démiurge. C'est un défi vis-à-vis de toute autorité que de transformer cette masse, ce paquet de merde en autre chose. Et en fait, il faut penser ça comme l'acte à travers lequel on transforme tout ça. C'est-à-dire, si vous arrivez à trouver dans tout le merdier qu'on vous donne des moyens, des éléments que vous pouvez transformer en quelque chose de sublime, tout l'art est là. Tout l'art est là. Vous libérez un peu plus vous et les autres de cette putain de prison. En impro, c'est-à-dire qu'il maintient une séquence d'1 heure continue de travail avec sa guitare. Et dans ce découpage scandé par la guitare, Paco Thielman creuse en lui-même par la parole. Et cette improvisation devient, est-ce que c'est un livre, est-ce que c'est pas un livre ? Pour moi, c'est tout aussi bien son livre que Les 100 rois. Et il y a ce truc-là que, si je suis confronté à cette tension du creusement, à ce moment-là, l'univers de Paco Thielman me devient accessible, y compris ce qu'il désigne par 100 rois.
paraître riche peut avoir du mal. Qu'est-ce qu'il fait dans celui-ci? Une épiphanie attrapée dans les moments de chute. Ou alors interroger sa propre vie comme si c'était un livre sacré. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout d'un coup, la vie de Paco Mtielman, elle nous est charriée en blocs. Et c'est des blocs qui sont durs, qui sont difficiles. Alors au départ, on peut se le prendre avec un petit sourire. Oh, le mec, il a eu une idée géniale. C'est-à-dire, tu prends ta putain de pauvre life, tu prends ta vie et tu gardes juste... Tu gardes quoi? Tu gardes les malheurs. Tu gardes juste la petite crête de malheur. Les moments où, paf, tu t'es pris le pied. Moi, je m'étais pris le pied dans la marche il y a 2 ans. Je m'étais pété le tendon d'Achille à Los Angeles avec 2 béquilles. Non, évidemment, lui, c'est pas ça, ce genre de malheur. C'est des malheurs plus essentiels, plus graves. Il y a la psychanalyse, des choses qui sont... pas d'aveu, mais de partage de faiblesses qui sont extrêmement troublants. Et c'est même, attends, pas comme tellement, j'ai pas envie de savoir comment tu bandes ou que tu bandes pas, quoi. Et en même temps, quand il le dit, on est dans tellement autre chose. Récemment, j'ai relu Inferno de Strindberg. Elle vient d'où, littérairement, cette famille? C'est la même que Osamu Dazai. C'est la même, beaucoup de rejointements souterrains avec Thomas Bernhard. Mais en même temps, c'est ça qui est imparable. C'est-à-dire qu'il y a 8 chapitres, je ne sais pas combien là, j'ai lu de titres, mais que chacun, c'est un moment de crise grave, un moment de bascule, un moment de sans secours. C'est-à-dire les moments où vous ne savez plus où est le secours possible. Le reste, et il le dit, et ça, justement, il y a une honnêteté, il y a des grandes joies, des grandes fiertés, en même temps tu publies des livres, et puis à un moment donné, non, bam, ça se pète la gueule. Et dans ce moment de nœud, de creusement, de l'absolu du malheur, on se traverse. On se traverse et on trouve quelque chose de plus large, de plus grand. Et là commence le travail de Paco Mtielman. Alors ce qu'il dit oralement, qui est sous-jacent dans le livre, mais sur lequel il a plus justement de facilité à s'expliquer, c'est oui, ce type travaille en permanence sur les textes mystiques, sur les textes sacrés. C'est le texte sacré, le texte mystique, c'est un texte qui contient une solution, peut-être, en tout cas qui propose une énigme. On chemine vers cette énigme, et c'est ce chemin que vous faites vers cette énigme qui vous... Et donc, tout est contenu dans le texte, c'est les théories du vieux Zohar juif, mais même si tout est contenu, il n'y a que vous qui pouvez faire le chemin pour l'expliquer ou en tirer. Et à ce moment-là, ce qu'il dit, c'est que ma vie, donc c'est ce côté inexplicable, irréductible, ce côté pauvre, voire sordide du malheur, de ce qui vous tombe sur la gueule ou de ce dont vous n'arrivez pas à sortir, même si c'est une part très fragmentaire ou partielle de votre vie, là, ce sera, lui, le livre sacré. C'est-à-dire ce que vous recevez comme étant votre destin. Si vous psychologisez le destin ou que vous en faites une lecture évangélique, parce qu'il utilise pas mal cette histoire d'évangile, pareil, ça se retombe, ça s'effondre. Alors de quoi il parle? C'est quoi ces malheurs Bref, voilà où j'en étais en août 2016. Moi-même fou. Moi-même hospitalisé à Saint-Antoine, sans plus savoir si j'étais malade du ventre ou de la tête. Implicitement, tout cela ne voulait dire qu'une chose. Je considérais mon fou comme mon égal. J'essayais de démontrer, par l'exemple, qu'il y avait de la place pour 2 fous, au moins, sur cette planète, sans que l'un empiète sur l'autre. Peut-être que, lors de mon séjour à Saint-Antoine, mon fou avait enfin la vie qu'il estimait lui revenir de droit. À partir de cet instant, même si le séjour n'a pas duré très longtemps, je ne pourrai plus jamais être sûr que je suis sorti de l'hôpital Saint-Antoine. Mais réciproquement, je pourrais voir dans tout homme que je rencontrerais un patient tout aussi empêché dans ses mouvements que moi. Et c'est là où tout devient, peut-être pas beaucoup plus gai, mais certainement plus léger. Une fois de plus, je voyais scintiller le labyrinthe pourri du démiurge, mais il m'apparaissait de moins en moins triste, de moins en moins sordide. En fait, plus le labyrinthe réapparaissait, plein de ces petites lumières scintillantes comme une guirlande électrique de Noël, plus il finissait par se confondre avec une énorme fête de carnaval. Si nous acceptons de nous voir comme des patients errants dans un grand hôpital, nous comprendrons que nos interlocuteurs ne sont pas plus libres que nous.
Ils essayent de l'être. Nous essayons tous de l'être. Ils veulent être ce qu'ils sont, mais c'est excessivement difficile, encore plus difficile que d'aimer ce que l'on aime, vouloir ce que l'on veut, savoir ce que l'on sait, faire ce que l'on fait. Et nous ne devons jamais nous croire moins fous, nous ne devons jamais nous croire plus libres que ceux que nous écoutons. Alors ce qui n'est pas de la tricherie, mais là où justement j'ai beaucoup hésité même à dire de quoi je me mêle, pas comme tout le il a assez de lait. Enfin, il a assez, jamais assez, c'est tout ce qui est travail tellement important, ça dérange. On veut que ça dérange encore plus, on veut que ça ait de l'écho, mais bon, ça va quoi, il n'y a pas besoin. Mais justement, c'est-à-dire à un moment donné, c'est qu'est-ce que ça me fait travailler en moi. C'est facile de dire tenez, il y en a un qui avait dit ça, il avait 17 ans. À moi, l'histoire d'une de mes folies, n'est-ce pas, Arthur Rimbaud. Et là, c'est pas du tout crié, c'est pas du tout proclamé, il n'y a pas le point d'exclamation de Rimbaud. À moi, l'histoire d'une de mes folies. Non, 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 c'est... On sort pas de la gravité, quoi. Quand il dit labyrinthe pourri, il y a un moment donné où on arpente tous le labyrinthe pourri. À quel moment c'est même la condition de sortie du travail. Alors c'est compliqué. Par exemple, il y a un moment, il évoque un passage de Castaneda. Et il dit même... je voudrais retrouver ce passage, mais je me souvenais plus dans quel livre de Castaneda c'était. Moi, je crois me savoir, je crois me rappeler dans lequel c'était. C'était dans Histoire de pouvoir. Et l'histoire, c'est Castaneda qui demande à Don Juan, comme ça doit être difficile pour lui de penser à ce qu'aurait été son vieux Mexique yaqui si il n'y avait pas eu Cortés et les Blancs, s'il n'y avait pas eu ce colonialisme. Et Don Juan qui lui répond moi je suis un guerrier, c'est maintenant ma guerre, c'est pas important, mais Paco me dit on sait que Castaneda c'est des romans, mais quand nous on sait le travail mental intérieur que des gens comme Castaneda nous ont permis d'accomplir, quand on sait aussi quand on met un peu le pied dans l'anthropologie des scolas. En ce moment, j'ai pas mal de trucs sur les sociétés animistes, des vieilles enquêtes sur les chamans de Sibérie et tout ce qui a été écrasé, gommé par la période URSS. C'est bon, dans ce que développe Castaneda, il y a un substrat sur le rapport au non-humain, le rapport surtout à l'imaginaire, c'est-à-dire dans certaines périodes, avant même qu'il y ait la question du langage. Si vous prenez par exemple en Australie, les grottes aborigènes, pour la mythologie, pour la généalogie, on n'a pas besoin de constituer du langage ou du récit. C'est la fresque d'image qui devient ce langage, et pas l'univers de la parole. Ça, c'est un choix. Mais il y a encore un choix encore antérieur, c'est-à-dire ces capacités que développe en vous le rapport au non-humain permanent. L'imaginaire, en amont même de sa constitution en image ou en parole, constitution dans l'imaginaire peut être d'aller y marcher dans l'imaginaire, d'aller constituer l'imaginaire comme expérience vécue, sans projection sur un support extérieur. Et ces choses-là, évidemment, ça nous intéresse fort dans l'écriture et c'est des choses qu'on pratique dans le rêve, dans l'expérience. Vous voyez, c'est des choses qui sont très lourdes. Et quand Paco Mtielman dit Castaneda, c'est du roman, moi je dis Paco Mtielman, c'est le masque de ce qui se travaille et qui s'exprime ici. L'arme permanente des ténèbres, c'est cette habitude lamentable de sans cesse ressasser nos défaites, sans cesse nous rejouer nos échecs, sans cesse nous plaindre, nous demander ce qui serait passé, ce qui se serait passé si. L'arme permanente des ténèbres, c'est la pensée au conditionnel ou à l'imparfait. Pour cesser de vivre dans cette prison de récits au conditionnel ou à l'imparfait, il nous faut transformer notre mémoire en un tout petit livre intérieur, pas plus gros qu'un herbier. Un livre inscrit dans notre cœur qui soit d'un recueil clair de nos épreuves passées. Pas pour nous enorgueillir,
pas pour nous plaindre, mais pour savoir comment nous en sommes arrivés là, et pour nous rappeler que la guerre n'a jamais existé. C'est ce livre que j'écris aujourd'hui. Il est dans un certain désordre chronologique, mais en manière de logique pulsionnelle, il répond à une classification du même type que l'herbier dans le registre botanique. Il correspond à l'extraction du labyrinthe de malheur dans lequel je n'ai cessé de retomber, dans lequel je retomberai toujours, mais face auquel je ne dois cesser de me rappeler ce que j'aime, veux, sais, fuis et suis. C'est-à-dire la virtuosité de langage de Paco Mtielman, pour dire oh, c'est bon, sa petite mécanique, ça mouline. Ouais, mais quand t'es dedans, il n'y a pas de problème. Tu peux pas lire ça en disant il n'y a pas comme tellement sur la table de dissection, et puis tu as le droit, là, mec, de lui mettre la main dans le bide et de tirer et sortir ce qu'il regarde. Non, c'est pas ça, puis de toute façon, j'ai pas envie de le faire. C'est toi-même que tu mets sur la table de dissection. À quel moment, toi, tu as eu ce genre de problème? À quel moment, toi, et comment tu t'en es sorti? Et si tu te sens paisible et en paix, qu'est-ce que tu as oublié de déranger pour retrouver le trouble? Il y a des passages formidables sur le mot trouble, là, dans ce livre. Voilà. Oh. Je vais juste dire ça pour ce jeudi livre. C'est très étrange, cette impression que vous avez de connaître quelqu'un parce que vous lisez en permanence ces articles théoriques sur la fiction, sur le fantastique, sur les mythologies du présent. C'est-à-dire quel travail monstrueux il faut faire, y compris sur un Frank Zappa ou H.P. Lovecraft ou Philip K. Dick, pour aller sortir, en extraire la vieille présence mythologique la plus ancienne ou les plus vieilles fascinations théologiques. C'est un boulot intellectuel monstrueux. Alors évidemment, ce travail-là suppose de se jeter, suppose cet exercice de la parole, suppose cette improvisation de parole et de se faire l'outil même de cette parole. Par contre, dans ce livre-là, il y a une dissociation. C'est-à-dire, celui qui fait ce travail, c'est lui-même qui s'est couché sur la table de dissection. Et on assiste à cette distension-là. Le seul moyen de le lire, c'est de prendre la place de celui qui est là, sur la table de dissection. Puis regardez l'autre, comment il vous console aussi. Jusque-là, j'avais considéré que seuls les poètes savaient. Nerval, Baudelaire, Rimbaud, Jarry, Artaud avaient été mes principaux repères. Mais je pressentais qu'il y avait eu forcément sur la Terre à un moment ou un autre des personnes qui auraient pu me servir de guide pour mieux voir, mieux être, mieux faire, mieux savoir, mieux vouloir, mieux aimer. Et surtout qui n'en auraient pas nécessairement souffert, qui n'en auraient pas payé la découverte par un sacrifice rendu à un monde ou un Dieu qu'ils jugeaient eux-mêmes détestable. C'était une des questions qui m'obsédait le plus. Pourquoi les poètes les plus sublimes avaient-ils laissé ce monde les réduire en bouillie? Ça n'avait pas été seulement le cas des poètes, mais aussi des comètes de la pop de Jimi Hendrix, Kurt Cobain. Il y avait quelque chose d'abominable dans la façon non seulement dont ils étaient morts, mais dont ils avaient vécu. Ils avaient regardé la beauté dans les yeux, et on les avait crevés comme des porcs. S'il y avait la moindre once de facilité, la moindre once de triche dans un bouquin comme ça, le Paco Mtielman y survit pas. Moi, je l'ai pris en précommande. Il va arriver le jour même de sa sortie. Si vous imaginez que je croyais que 3 jours après, j'en aurais fait la première lecture. J'y reviendrai. C'est tout. À jeudi prochain.